Sauver les abeilles. On l'a tous vu ce slogan. Mais derrière cette phrase, qui est-ce qui agit vraiment? Qui sont ces fameux sauveurs? Eh bien, ce n'est pas une seule personne, ni même un seul groupe. C'est en fait un réseau mondial, hyper complexe et franchement fascinant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette immense toile humaine qui a été tissée pour les protéger. On va aller bien au-delà du simple slogan. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment une créature aussi minuscule a pu devenir un enjeu planétaire? La réponse, elle n'est pas tant dans la ruche elle-même, mais plutôt dans la façon dont les humains se sont organisés pour la défendre. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre ce réseau, étape par étape. On partira du terrain, de la toute première ligne de défense, pour remonter jusqu'aux plus hautes instances mondiales. Ok, alors tout commence ici. Oubliez un instant les grandes ONG, les sommets internationaux. Avant tout ça, il y a une personne, l'apiculteur. C'est lui ou elle qui est vraiment en première ligne, les mains littéralement dans la ruche. C'est la personne qui se prend de plein fouet toutes les menaces. C'est vraiment le point de départ de toute la chaîne. Parce que oui, le métier d'apiculteur, il a complètement changé. Des sites comme scientificbeekeeping.com le montrent bien. L'apiculteur d'aujourd'hui, ce n'est plus juste quelqu'un qui récolte du miel. Non, c'est devenu un vrai détective. Il ne se contente plus d'appliquer des recettes toutes faites. Ce qu'il veut, c'est comprendre le pourquoi. Pourquoi cette colonie cartonne et pourquoi celle d'à côté s'effondre. Et c'est cette quête de savoir, cette curiosité, qui est en fait le tout premier rempart de protection. Et dans cette quête de savoir, il y a un nom qui revient tout le temps. Un ennemi juré que tous les apiculteurs finissent par croiser. Rien que son nom, ça fait froid dans le dos, le Varroa destructor. Ce n'est pas juste un petit parasite, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'apiculture dans le monde entier. Pour des milliers et des milliers d'apiculteurs, la lutte contre cet acarien, c'est une bataille de tous les jours. Ce que dit Fieldcraft ici, ça résume parfaitement le drame. Le plus terrible, c'est que ce n'est pas une fatalité. La frustration, elle vient de là. Ces pertes énormes, en fait, elles sont souvent évitables. Le savoir, on l'a, les techniques, elles existent. Le vrai défi, c'est de faire circuler cette information et de donner aux apiculteurs les moyens concrets de l'appliquer. Et c'est là qu'ils ne peuvent plus être seuls. Justement, face à un monstre comme le varroa et à tous les autres défis qui sont hyper complexes, l'apiculteur tout seul, il est démuni. C'est logique. C'est pour ça que partout dans le monde, ils se sont regroupés. Là, on change d'échelle. On passe de la ruche au pays tout entier. C'est le deuxième niveau de notre réseau, le soutien national. Et là, l'union fait vraiment la force. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soutien au niveau national, il ne ressemble pas partout. Prenez la France par exemple. L'ADA, elle, met le paquet sur le côté pro, sur la durabilité de la filière. En gros, on aide le métier. Mais si on va en Espagne, la Fundación Amigos de las Abejas, elle, a une autre approche. Eux, ils misent tout sur la sensibilisation du grand public. Donc d'un côté, on vise l'apiculteur, de l'autre, on vise le citoyen. Deux stratégies bien différentes, mais qui se complètent pour le même objectif, la protection des abeilles. Mais alors, pourquoi est-ce si important, ce soutien national? Eh bien, regardez ce chiffre, 38 300 tonnes. C'est la production de miel visée en France pour 2025. Là, on comprend tout de suite qu'on ne parle plus seulement d'un petit hobby pour amoureux de la nature ou juste d'écologie. Non, on parle d'un vrai poids lourd de notre économie agricole. Donc protéger les abeilles, c'est aussi protéger des milliers d'emplois et toute une filière économique. Ok, donc on a les apiculteurs et on a les réseaux qui les soutiennent. Mais soutenir son savoir, c'est un peu comme naviguer à vue en pleine tempête. Pour être vraiment efficace, il faut comprendre très précisément quelles sont les menaces. Et là, on entre dans le troisième niveau de notre réseau, le front scientifique. C'est là que la bataille se joue, mais cette fois avec des microscopes, des données et des protocoles de recherche. Ce qui a changé dans la recherche, et des organismes comme l'INRA en sont le parfait exemple, c'est qu'on a compris une chose fondamentale. On ne peut plus se contenter de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Le mot-clé aujourd'hui, c'est transition agroécologique. L'idée derrière ce terme est assez simple en fait. On ne sauvera pas les abeilles en les mettant sous cloche. Il faut repenser l'agriculture dans son ensemble pour qu'elle redevienne une alliée des pollinisateurs et pas une menace permanente. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la recherche, elle attaque sur 3 fronts en même temps. D'abord, bien connaître l'ennemi, les pathogènes, les parasites comme le varroa, les prédateurs. Ensuite, deuxième axe, évaluer les risques chimiques, notamment tout ce qui est lié aux pesticides. Et enfin, troisième axe, et c'est peut-être le plus crucial, ne pas faire que de la défense, mais construire des solutions. C'est-à-dire concevoir des systèmes agricoles qui soient bons pour les abeilles. C'est une stratégie vraiment complète. On se défend, on analyse et on contre-attaque de manière positive. Mais voilà, il y a un point absolument essentiel. La recherche, c'est bien, mais une étude scientifique de 50 pages super complexe, ça ne sert à rien à un apiculteur qui est sur le terrain. Il faut un traducteur. Et c'est exactement le rôle que jouent des instituts comme l'ITESAP. Ils sont le pont entre le labo et la ruche. Ils prennent toute cette science complexe et la transforment en outils pratiques, en fiches techniques, en conseils que l'apiculteur peut utiliser tout de suite. Sans ce pont, soyons clairs, la recherche resterait dans un tiroir. Bon, alors si on résume, on a les gens sur le terrain, les apiculteurs. On a les réseaux qui les aident.
et on a les scientifiques qui fournissent le savoir. C'est pas mal, non? Sauf que faire si les lois, les réglementations vont complètement à l'encontre de tout ça? Il manque clairement une pièce au puzzle, il manque une voix forte pour porter ce combat sur la scène politique. Et ça, c'est le boulot des organisations de plaidoyer. Et là, attention, le ton change radicalement. On oublie les termes techniques, les nuances scientifiques, l'approche est beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale. C'est ce que fait par exemple l'ONG Polynice. Leur mission, ce n'est pas d'étudier le problème ou d'accompagner le changement, non, c'est de stopper l'extinction, en majuscule. C'est un véritable cri de guerre, un message choc, pensé pour réveiller l'opinion et mettre la pression sur les politiques. Et pour y arriver, leur stratégie est redoutable. C'est une sorte de prise en tenaille. D'un côté, ils financent leurs propres études scientifiques pour avoir des arguments solides et être inattaquables sur le fond. De l'autre, ils mobilisent le public, les citoyens, pour créer une énorme pression populaire. Et si ça ne suffit pas, eh bien ils sortent l'arme juridique et ils attaquent en justice. Et le point clé de tout ça, c'est que leur financement vient uniquement des dons des citoyens, ce qui leur garantit une indépendance totale. C'est un système vraiment pensé pour forcer le changement. Donc, si on reprend notre parcours, on est parti d'une seule ruche. De là, on a zoomé sur les réseaux nationaux, puis sur les labos de recherche, et enfin sur le combat politique. Maintenant, il est temps de faire le plus grand zoom arrière possible, de voir la vue d'ensemble, comment tous ces fils se connectent à l'échelle de la planète. On entre dans la communauté mondiale des protecteurs de l'abeille. Et au cœur de cette toile mondiale, il y a une institution qui est une véritable mémoire vivante, Apimondia. Ce qui est fou avec Apimondia, c'est que ce n'est pas une organisation créée hier pour répondre à la crise actuelle. Non, elle existe depuis 1895. Ça fait plus d'un siècle écart que sa mission est la même, faire en sorte que l'apiculteur en Nouvelle-Zélande puisse échanger avec le scientifique au Brésil. C'est le grand carrefour mondial du monde de l'abeille. Le vrai coup de génie d'Apimondia, c'est d'avoir compris très tôt que la protection des abeilles, ce n'est pas juste une histoire d'apiculteurs. C'est pour ça qu'ils mettent tout le monde autour de la même table. Le scientifique qui fait une découverte, l'industriel qui fabrique le matériel, le négociant qui va vendre le miel et même les agents de développement. Ils ont compris que pour que ça marche, il faut que toute la chaîne soit là. Chaque maillon compte. Et voilà, la boucle est bouclée. On a le tableau complet maintenant. On voit bien que sauver les abeilles, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple slogan. C'est une véritable architecture hyper complexe. Un réseau immense où tout le monde est connecté, depuis le regard de l'apiculteur penché sur sa ruche jusqu'aux grandes stratégies mondiales. Et chaque niveau a besoin des autres pour fonctionner. Ce réseau, c'est sans doute la plus grande force des abeilles aujourd'hui. Mais en face, les défis, eux, ne s'arrêtent jamais d'évoluer. Le changement climatique, l'arrivée de nouveaux prédateurs comme le frelon asiatique. Alors, la question qui reste posée, c'est est-ce que cette formidable machine de protection est prête pour les batailles de demain ? Quel sera le prochain grand défi que ce réseau devra affronter, tous ensemble, pour s'assurer que les abeilles continuent de voler? La question est ouverte.